maintenant, on parle du thème de la semaine qui concerne l'inceste. Lundi, on est revenu sur les définitions, comment reconnaître on entre dans l'inceste. Aujourd'hui, on reviendra sur comment guérir, comment rompre cette chaîne-là. Et nous sommes avec une spécialiste, elle, c'est Marie-Reine Toudeka. Elle est docteur en sociologie, spécialiste des questions relatives au genre et à la dynamique familiale. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Edwige, voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on parle de l'inceste, la dernière fois, on est revenu sur, ce sont des relations interdites que des personnes ont. À votre niveau, est-ce que c'est la même définition? Oui, quand on parle de l'inceste, quand on prend toutes les cultures du monde, Ouais. c'est interdit. Parce que c'est des relations, en fait, qui se passent entre les membres d'une même famille. Et c'est interdit et puni même par la loi. Pourquoi on dit que cela est interdit et puni par la loi? Cela est interdit, en fait, parce que, je crois, pour parler de l'Afrique, des cultures africaines, je peux dire que il y a des raisons qui sont données pour que cela soit interdit. Par exemple, dans une même famille, des personnes qui se marient, s'il y a des maladies au sein de la famille, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces personnes-là vont permettre à cette maladie-là de s'étendre dans la famille. S'il y a d'autres maux au sein de la famille, mis à part les questions de mots, en fait, on voit aussi que très souvent, c'est des violences. C'est pas des relations consentantes. C'est des violences qui se font. D'accord. Et le silence aussi qui tue ça. Et donc, il y a toujours un problème. Il y a toujours un mal ou bien des mots autour de cette question d'inceste. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure que c'est le fait de peut-être de faire accentuer une maladie qui existe dans la famille ou c'est la morale. Quand on dit interdiction en rapport avec la morale, qu'est-ce que le citoyen doit comprendre par là? Quand on dit interdiction avec la morale, en fait... Parce qu'il y a par la loi et par la morale aussi. Oui, en fait, quand on parle du bien-être d'une personne, c'est son bien-être, y compris tout son être, ses sens, la morale, tout, son physique et tout, c'est plusieurs choses. Et pour le savoir-vivre, bien pour le bien-être de cette personne-là, il faut qu'elle soit en bonne santé physiquement, mentalement et tout. Donc, quand on interdit ça, c'est pour le bien de la personne humaine. Que la personne soit à l'aise, qu'elle soit en bonne santé physiquement, psychologiquement et mentalement, si je peux le dire ainsi. Maintenant, pourquoi il y a la loi? Il y a la loi pour punir ceux qui enfreignent à cette règle-là. Il y a la loi pour arrêter ce mal-là. D'accord. Oui. Et au Togo, est-ce que cette loi existe? Oui. Au Togo, cette loi existe de plus en plus avec les questions de violence et les luttes qui sont menées. Il y a la loi qui existe, il y a des gens qui sont punis. Et si vous le permettez, je peux donner un exemple. Il y a tout récemment une étude que nous avions réalisée avec le WILDAFAO et l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et dans une localité dont je vais taire le nom, et il y a un oncle, je crois, l'oncle est à Lomé, mais la fille est au village. Et à chaque fois qu'il descend pour des funérailles, il est au village pour des funérailles, il demande à cette dernière de venir arranger sa chambre et tout, et il profite pour violer la fille, lui donne de l'argent pour qu'elle se taise, jusqu'à ce que sa santé, en fait, elle a eu des soucis où, je crois, il faut enlever l'utérus. Elle a eu des soucis. Parce qu'elle était mineure. Elle était mineure et malade.
Et quand on a cherché à connaître l'auteur, on s'est rendu compte que c'est l'oncle en question. Donc on a demandé à la fille de collaborer pour qu'on puisse l'arrêter. Et on a dit à la fille qu'il y a encore un funérail sûrement qui va venir. Et voilà, on lui a tendu un piège. Il est venu et il a demandé toujours à cette fille-là de venir l'aider à aménager ou à arranger sa chambre. Et la fille était là, on a appelé les agents de sécurité. Les agents de sécurité, les gendarmes et tout qui sont venus l'arrêter. Et il est en prison aujourd'hui. Voilà. Et donc au Togo, cette loi existe. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que quand on parle de la qualification juridique de l'inceste, il s'agit donc d'un viol par un ascendant ou par une personne qui a une autorité sur l'autre. Alors, tout à l'heure, je disais, le viol, l'inceste, comment se manifeste-t-il? Comment on se rend compte qu'on est en train de vivre de l'inceste et qu'il faut briser le silence, madame? D'abord... C'est difficile. Non, en fait, l'inceste, moi je me dis, c'est une violence sexuelle, mais ça prend le nom de l'inceste du moment où... C'est un parent, c'est dans la famille. C'est un parent. Il y a des relations, il y a des liens parentaux entre la victime et l'auteur. C'est là qu'on parle d'inceste. Souvent, il y a des pères qui le font avec leurs filles. Il y a entre cousins, il y a les mamans qui le font avec leurs fils. Et voilà. Mais là, comment on se rend compte qu'on est en train de vivre une situation pénible et qu'on doit sortir de là? Le problème, en fait, c'est quoi? Le problème, c'est que la sexualité, même dans nos sociétés, est tabou. C'est ça. Maintenant, souvent, ces personnes-là usent de ruses. Il y a des pères qui disent que c'est une cérémonie. J'en connais, il y a un papa, toutes ses filles, la maman a dû quitter le foyer. C'est lui qui passe en premier. C'est lui qui déviège les filles. C'est lui qui déviège ses filles. Et il y a une, je crois, qui a dit non. Et qui a quitté la maison familiale comme ça. La maman est partie. Donc, il y a des gens qui disent à leur fille que voilà, si je ne fais pas ça, ta vie sera foutue, c'est une cérémonie, je dois le faire. C'est une manipulation, en fait. Tout, c'est une manipulation. Il y a des gens même qui passent par des cadeaux et tout, et pour amener l'autre à s'adonner. C'est pas un acte, en fait, qui se fait, rarement ça se fait brutalement. C'est à petits coups. C'est un travail qu'on vous fait mentalement. Mentalement, et après, ces filles-là se rendent compte qu'à un moment donné, que c'est pas bon. Hein. Mais il y en a, ou bien ces garçons-là se rendent compte que c'est pas normal. Mais le fait d'avoir été moulé très longtemps dans le processus fait que difficilement ces personnes-là parlent. C'est difficile en fait, mais moi je dis aussi que c'est des questions autour desquelles on ne sensibilise pas les gens, on ne parle pas trop. Aujourd'hui, oui, il y a tout le monde sait que violence sexuelle sur mineur, c'est sanctionné par la loi, et on en fait assez de sensibilisation, autour de cette question de violence sexuelle. Mais pour l'inceste, je crois qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, parce que il y a ça dans des familles. À Lomé ici. Et le phénomène grandit de jour en jour. Le phénomène grandit. Je crois qu'il faut faire plus de sensibilisation autour de l'inceste pour que ces personnes-là qui naïvement sont dans le processus puissent parler ou bien puissent s'adresser. Et puis il faut savoir aussi vers qui aller. Voilà, la question devait venir. On dit briser le silence sur l'inceste, mais comment briser le silence et vers qui aller pour pouvoir briser le silence, docteur Tukeda? Tous des cas, Marie-Hélène, voilà. En fait, pour briser le silence, aujourd'hui, il y a des ONG. D'accord. Il y a des ONG. Par exemple, il y a le WIDAF Togo, le WIDAF AO, il y a le GF2D.
Il y a des centres d'écoute. Ouais. Il y a une ONG dont j'oublie un peu le nom, One Stop Center ou quelque chose comme ça. One Stop Center. Il y a des ONG en fait aujourd'hui. Il y a même le ministère L'action sociale. de la promotion de la femme. De l'action sociale, de de la l'action promotion de la sociale, femme. de la promotion de la femme. Il faut que ces personnes aillent là-bas. Demander à rencontrer une personne. Je crois que quand tu y vas et que tu cherches à voir la responsable, une personne qui peut t'écouter, et que tu commences, ils vont te diriger vers la bonne Le personne. spécialiste. Oui. Et on va t'écouter, on t'aidera à sortir. Je crois que c'est ça. En fait, il faut aller vers les ONG dont je viens de citer les noms là. Le GF2D est au niveau de Hijranaoui. Même le WIDAF House est au niveau de Hijranaoui actuellement. Il y a le centre d'écoute de Novici aussi. Oui. Pas loin de Handicap International. Oui, toujours vers Novici, Hijranaoui, Novici et tout ça là. Donc, je crois que s'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui vivent cette situation, il faut y aller pour sortir rapidement parce que l'inceste n'a rien apporté de bon pour soi-même et pour ses futurs enfants qu'on aura. Je crois qu'il faut briser le silence. La peur aussi, c'est que on a peur de ne pas être d'être culpabilisé. Écoutez, on vous culpabilise parce que vous êtes responsable de ce qui se passe. Et la peur aussi de voir l'auteur enfermé. Tout ça là, en fait, ça se négocie. Ce n'est pas forcément l'enfermement de la personne. On enferme en fait quand on sait que c'est grave, on analyse la situation. C'est un processus qui se fait avant d'aller vers la prison. On peut interdire à cette personne-là, on peut lui demander de payer des amendes, on peut lui demander des trucs sans l'enfermer. Mais le plus important, c'est de sortir la victime de la situation. Voilà, c'est qu'on puisse accompagner la victime pour qu'elle puisse retrouver son équilibre physique, mental et qu'elle puisse avoir une nouvelle vie. Lundi, on a une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne nous croit pas, surtout en famille, quand on en parle? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a même eu Mécha qui a témoigné comme quoi il y a eu une fille qui a eu à briser le silence et sa maman l'a renvoyée de la maison comme quoi elle est responsable. Elle est toujours avec son mari, mais elle a renié sa fille. Dans ces conditions, comment on arrive à se faire, comment on dit ça, à ce qu'on reconnaisse réellement qu'on est en train de vivre une situation pénible dans la famille? Très souvent, quand l'histoire se présente comme ça, il y a plusieurs questions en suspens. Quelle est la relation de cette fille-là avec sa maman? La maman qui décide de renier sa fille. Au départ. Est-ce que c'est l'enfant des deux ou bien elle est venue au foyer avec cette fille en question? D'accord. Il y a plusieurs questions qui se posent. Oui. On n'a pas les réponses à ces questions-là. Ok. Maintenant, quand on ne te croit pas, parfois, on ne force pas les choses. On dit souvent que le temps est un grand juge. Le monsieur qui a commis l'acte, il va le commettre. En 2 jours, oui, on va le commettre. C'est pas un truc qui vient sur un coup de tête et après on ne le fait plus. C'est souvent des vices qu'on entretient et qu'on arrive à pratiquer. Et moi je dis, quand on ne te croit pas, c'est pas ça l'essentiel en fait, qu'on puisse te croire dans la famille. Ce qui est important, c'est que toi tu puisses être guéri et sortir de ce cercle-là, refaire ta vie. On dit qu'on n'a qu'une seule vie. Et refaire ta vie pour mieux profiter de ta vie avant de mourir un jour. Et donc, si on ne te croit pas en famille, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais, va vers les ONG, les spécialistes, les psychologues. Les spécialistes. En fait, les ONG, quand ils prennent le problème à cœur, ils font ils ont des enquêtes autour et ils essaient
de sauver la victime. On te prend en charge et si les parents ne veulent pas se mêler, bon, l'ONG va t'aider quand même à retrouver ta santé. Vous pouvez être dans la même famille, mais c'est chacun qui a son histoire, chacun a sa trajectoire. Et donc parfois, il ne faut pas attendre que ce soit la famille qui vous accepte, qui s'implique dans vos histoires de vie ou bien dans votre âge avant de faire ce que vous avez à faire. Parce que si on observe très bien les relations dans nos familles, moi je le dis, c'est chacun pour soi, avec sa trajectoire. Et quand tu attends trop des autres, tu risques d'être le dernier. Mais quand tu prends en main ta vie et que tu avances, les autres vont venir vers toi quand tu réussiras. Voilà, c'est la triste réalité. Ce qui est important, si on comprend bien, docteur, c'est qu'on prenne des responsabilités. Ces responsabilités, on se dise, c'est ma vie et je dois prendre soin de moi, je dois guérir de ce que je suis en train de vivre. Qu'on me croit ou non dans ma famille, il y a des gens dehors qui peuvent m'accepter, m'aider à réussir. Voilà. Et à sortir de ma situation sombre. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur Radio Diena dans votre émission Balade Matinale. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Reine Toudeka. Elle est docteure en sociologie, spécialiste des questions relatives au genre et à la dynamique familiale. Également, il vient de nous rejoindre, c'est Désiré Adiama, il est conseiller en santé mentale. Là, on était avec lui lundi dans ce studio. Tout à l'heure, on a parlé du processus de guérison. Vous avez parlé des familles qui ont, aujourd'hui, c'est chacun pour soi dans la famille. Et quand on voit votre spécialité de la dynamique familiale, comment expliquer qu'aujourd'hui, nos familles sont vraiment brisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'union dans nos familles, docteur? Comment l'expliquer? Parce que c'est une cause aussi de l'inceste, hein. C'est ce qui amène à ça, parce que tout est brisé, tout est cassé dans nos familles. Comment l'expliquer? Merci pour la question. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a la crise économique qui est là. Et moi, je dirais en fait, il y a aussi nos valeurs qui connaissent en fait des influences de l'extérieur. Nous avons notre culture, nous avons nos manières en tant qu'Africains. Mais aujourd'hui, par exemple, avec les médias, avec l'école, avec beaucoup de choses, avec Internet, on veut changer dans l'immédiat sans vraiment voir quel processus, comment changer. Ce qui fait que dans les familles aujourd'hui, vous allez voir que je vais donner un exemple. Avant, il y avait la polygamie. Mais les femmes vivaient dans la même maison. Sans problème. Hein? Chacune s'occupait de ses enfants. Le papa était là, il gérait et tout. Et aujourd'hui, vous allez voir que les hommes ne prennent plus vraiment leur responsabilité en tant que père de famille. Il veut cacher même l'autre qui existe. Il ne veut pas prendre soin de tel. Il choisit parce qu'il y a le manque de moyens. Il veut toujours rester polygame sans assumer vraiment ses responsabilités. Et vous allez voir aussi que de plus en plus, les femmes, c'est vrai qu'avant, au Togo par exemple, on dit que les femmes travaillent. Les femmes togolaises ont toujours travaillé. On a donné l'histoire des Nana Benz. On a donné l'histoire des femmes qui sont dans les villages, qui font l'agriculture, qui font le champ et tout. Mais aujourd'hui, avec la crise, vous allez voir qu'une femme va vouloir s'accrocher à un homme ou arracher un homme à sa femme. Parce qu'elle veut être... Juste parce qu'elle veut avoir le matériel. Rapidement, elle passe par des moyens, elle arrache l'homme et elle en fait sa propriété. L'autre est délaissé. Oui, voilà. Et tout ça là, ça fait en fait que chacun lutte pour vivre. Chacun lutte pour vivre. Il n'y a plus cette cohésion là, il n'y a plus
voir les choses ensemble, non. Mm. Et vous allez voir, avant, quand tu fais quelque chose, quelqu'un dans la rue peut te corriger correctement et aller dire ça à tes parents. Aujourd'hui, corriger l'enfant de quelqu'un dehors, c'est la personne qui va sortir. Je ne t'ai pas demandé de corriger mon enfant. Donc, il y a l'individualisme que nous voulons pratiquer. En même temps, il y a nos valeurs, il y a un mélange de tout et je crois que le nœud du problème, c'est que on ne s'assoit pas pour tracer ou bien pour voir de quelle manière nous allons aller vers ce changement-là. Mais voilà, on le fait automatiquement. On le fait automatiquement, on bouscule tout et voilà. Alors, Désiré, vous êtes d'accord avec elle par rapport à ce qui se voit aujourd'hui, par rapport au constat dans nos familles, tout est cassé, on n'a plus de lien, on n'a plus d'unité, chacun pour soi. Vous êtes d'avis avec la docteur Marie-Reine? Oui, Marie, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, comme l'a dit Marie, et l'individualisme a pris place dans chaque famille, dans presque toutes les familles. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Même les parents, surtout quand nous prenons notre société de Lomé, la ville nous forme d'une manière ou d'une autre. Et puis, on est en train de transmettre ces connaissances-là, cette manière de faire ces pratiques à nos amis, à nos frères qui sont également un peu éloignés de nos milieux urbains. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? À la maison aujourd'hui, avec la famille, les enfants sont à la maison, si ce n'est pas les dessins animés, il n'y a plus cette cohésion. Il n'y a plus cette assise où les parents transmettent des connaissances, des savoir-faire à leurs enfants. Et nous, j'avais dit ici que les enfants sont des terrains vides qu'on doit cultiver et on doit semer des choses sur ces terrains-là. Alors aujourd'hui, on ne sème pas. C'est seulement la télévision qui est en train de semer, c'est seulement les TikTok, les WhatsApp, la Facebook qui est en train de semer, c'est seulement les musiques là qui sont en train de semer sur ces terrains-là. Mais qu'est-ce qu'on veut que ces enfants deviennent demain? Que véhiculons-nous aux enfants? Alors, il n'y a plus ces valeurs-là où nos grands-parents nous faisaient asseoir, nous contaient des histoires et on tirait des morales de ces histoires-là. Est-ce qu'on compte encore? Il y a plus ça, il n'y a plus cette vie. Aujourd'hui, nous perdons notre richesse en tant qu'Africains, la manière dont on était, comment on était avant, on perd ça peu à peu avec l'avènement là. Donc on doit se réveiller. Se réveiller, et c'est aussi quand on décide de dire oui, il y a telle situation qui est vécue, et quand on se réveille par rapport à cette vie d'individualisme qu'on est en train de mener, on regarde correctement nos enfants, on a un regard vers nos enfants pour éviter que ces enfants vivent de l'inceste. Alors quelles sont donc les conséquences de l'inceste sur une victime, docteur? Merci. Les conséquences, il y a des conséquences au niveau physique, comme je l'ai dit. J'ai donné l'exemple de cette fille-là. Aujourd'hui, elle est obligée de perdre son utérus. Elle peut ne plus avoir d'enfant, elle devient stérile à vie. Parce que elle peut même avoir des maladies, si même elle ne devient pas stérile. Elle peut avoir des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des conséquences mentales aussi. Ça fait que la personne peut être frigide. Même demain, si elle se marie, elle peut pas vivre une sexualité épanouie. Elle n'est plus autonome. Elle vit il y a des séquelles. Le psychologue est mieux placé. Oui, on va aller vers en fait, c'est comme il y a certaines qui deviennent violentes, très violentes. Il y en a qui pensent qu'elles doivent se venger sur les hommes et toute leur vie. Elles ne sont là que pour ça. Et des hommes, en fait, c'est comme des objets. Et elle a sa manière de se venger sur des hommes et sans vraiment savoir qu'en le faisant, elle se nuit encore. Mais elle le fait quand même. Il y en a, moi j'en connais. Et dans notre étude là avec le UDAF, dont j'avais fait cas sous peu,
il y a un médecin qui racontait que la fille, malheureusement, est tombée grosse de cet accident-là. Et quand elle voit l'enfant, quand on lui dit ton enfant a ça, c'est pas son problème. Elle est devenue, comment dirais-je, elle ne ressent plus rien. Elle n'a plus d'affection, de sentiment, rien du tout. Elle est comme une personne morte, entre guillemets, quoi. Donc, son enfant peut souffrir, avoir tous les maux, c'est pas son problème. Et quand on lui parle, elle est là, elle regarde des gens comme si c'est pas à elle qu'on parle, quoi. Donc, vous voyez jusqu'à quel point c'est... Et puis, il y a le silence aussi. Parfois, la personne veut parler et comme vous l'aviez dit, on ne te croit pas. On te tue. Enfin, on est en train de tuer cette personne-là. Et on étouffe. Elle se culpabilise. Donc, c'est ça, c'est toute sa vie qui est détruite. Si je peux le dire ici. C'est la vie de la victime. On parle des survivantes, non? De l'inceste. Oui, c'est la vie de ces survivantes-là qui est détruite comme ça. Voilà ce que je peux dire. Désiré, par rapport aux conséquences, elle a parlé de l'aspect mental. Comment cela se manifeste, ces conséquences-là, mentalement? Je vais dire que les conséquences sont d'abord holistiques. Holistiques sur 4 domaines: physique, l'émotionnel, le cognitif et le spirituel. C'est-à-dire que la personne est détruite sur le plan holistique. Alors mentalement, il y a du traumatisme, il y a les flashbacks qui reviennent chaque fois. J'avais dit la dernière fois. Elle fait des crises. Oui, quand ça revient, elle sursaute. J'avais dit en temps qu'il y a l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, c'est que la personne décide pour ne pas avoir se souvenir de ces moments, pour revivre ces moments, et elle décide pleinement de ne plus se rappeler. Mais quand même, il y a du traumatisme. Donc quand elle voit la personne, elle voit l'auteur de l'acte, en même temps, ça revient en même temps. Ou bien quand elle voit quelque chose qui ressemble au procédé que l'auteur la faisait avant, souvent, et elle sursaute et puis ça commence en même temps. Alors, soit c'est les maux de tête, l'amnésie, la dépression. Il y a plein de choses, plein de signes cliniques qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur la victime. Mais ça dit que c'est difficile. Comme l'a dit le docteur, je l'avais dit avant, c'est une mort vivante. La personne, on tue la personne émotionnellement. Il n'y a plus de vie émotionnelle. La personne est inhibée complètement. Donc, quand elle a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a certaines victimes qui deviennent agressives, très violentes, mais comment on aide cette victime alors? Comment on arrive à aider la victime à sortir de cette situation? Donc, merci beaucoup, Angie. Je crois qu'aujourd'hui, ces victimes-là, s'ils sont là, s'ils nous écoutent, si toi-même tu sais que tu as vécu ça, on t'a chargé. C'est comme une bagage qu'on a mis sur ta tête que tu ne peux jamais soulever toi seul ou bien décharger toi seul. Alors, il faudrait qu'on l'aide. La première chose est que chaque fois que la personne agit émotionnellement, il réagit émotionnellement, il est en train de décharger sur tout le monde, sur tous les gens qui l'entourent. Chaque personne qui va vouloir venir dans son cercle là, il va chercher à décharger tout cela sur lui. Mais en réalité, est-ce que la personne là peut t'aider? Donc il faudrait que ces personnes-là qui sont là au bout du fil, qui nous écoutent, ils doivent nous approcher. Il y a aujourd'hui à Lomé, il y a une association, pas à Lomé seulement, il y a au Togo, une association des conseillers en relation d'aide qui vont t'écouter. On t'écoute sans jugement, on t'écoute et puis tu te décharges sur ces gens-là et ils vont pouvoir t'aider, te suivre et t'amener vers la guérison. D'accord. Docteur Marie-Reine, comment guérir donc de l'inceste? Oui, ce que moi je me dis d'abord, il faut prendre la décision de vouloir sortir de cette situation que tu vis. D'abord, que la personne
se disent que ce que je vis, ce que je vis aujourd'hui, c'est déjà arrivé. Mais il ne faudrait pas vraiment que je reste là-dedans. Parce que comme je l'avais dit, il n'y a qu'une seule vie. Le reste de ma vie, il faudrait au moins que je vive autre chose que ça. Donc prendre d'abord la décision personnelle de sortir de cette situation. Une fois la décision prise, se rendre vers les personnes qui peuvent vous écouter. Moi, j'ai parlé des ONG qui guident aussi, j'ai parlé du GF2, des organisations de la société civile. Des organisations de la société civile. Dès que la personne arrive là-bas et demande à voir une personne pour telle question, on va guider cette personne-là vers la personne qui va l'écouter et l'aider. Et je crois que si la décision y est, tout dépend de ça en fait. La motivation, l'objectif, c'est que je sorte de cette situation. Et avec cette force-là, avec cette décision, je crois que la personne pourra trouver la solution à son problème. Pour avoir cette force dont parle le docteur, il faut d'abord se dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on est en train de vivre. Et comment on se dit ça dans la tête? Parce que vous êtes spécialiste dans le domaine. Comment on se dit, je ne suis pas responsable, ce n'est pas une honte, j'ai vécu une situation qui ne devait pas être? Ça dit qu'on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas informé, si tu n'as pas si tu n'es pas en relation avec des gens qui n'ont jamais vécu ça, tu vas penser que tu es dans la seule personne. Ça dit que non, parce que j'ai écouté une émission la dernière fois, la fille disait que elle pensait que c'était normal de coucher avec son père. Parce que quand elle est allée à l'école, et elle en a parlé avec les amis, et puis il y a une qui dit que mais moi aussi je couche avec mon oncle. L'autre aussi dit que je couche avec mon petit frère. Donc ça veut dire que pour elle, c'était normal. Alors il faudrait que tu arrives à vivre avec des gens qui n'ont jamais vécu ça, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu ces situations-là pour que tu puisses prendre la décision. Pour qu'on te dise non, que ce n'est pas normal. Non, ce que je suis en train de vivre, mais c'est pas normal. Donc quand tu arrives à te dire, alors c'est un péché contre moi-même d'abord. Parce que la personne est traumatisée. Je dis que la relation même avec elle-même d'abord, la relation là a des problèmes. Avant de parler des autres personnes qui l'entourent. Notre société, la société aura toujours des problèmes si la personne n'est pas motivée à chercher la guérison. Donc aujourd'hui, il faudrait que la personne soit informée. Ces émissions-là, ça informe les gens. Là, se disent que je vis une situation anormale. Voilà. Donc ça informe les gens. Il faudrait que nous puissions lire également. Il faudrait que nous puissions aller vers l'information. Quand nous sommes informés, vraiment informés, alors on saura que la situation qu'on est en train de vivre n'est pas normale. Il faut sortir de ça. Docteur, briser le silence, c'est couper également bien, briser la chaîne de l'inceste. Et comment on arrive à briser cette chaîne-là dans une famille? Est-ce qu'une victime peut porter ce combat? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'un père, c'est lui qui dévie toujours ses filles. Comment on peut mener ce combat en tant que victime pour aider les autres? Parce que c'est plusieurs vies dans une seule famille qui sont détruites. Ce que moi j'allais dire même, c'est que c'est vrai qu'il y a les victimes, mais il y a des gens autour de ces victimes-là. Il y a nos comportements qui font que ces situations-là se passent sans qu'on ne le sache. Qu'est-ce que nous faisons dans l'éducation de nos enfants? Comment est-ce que nous menons ça? Je suis en train d'écrire un papier actuellement sur comment l'homme, par ses stratégies, arrive à forcer la fille et comment la fille se laisse forcer pour le rapport sexuel. C'est sur les questions de violence sexuelle. Et dans le matériau, les données collectées, je me rends compte en fait que très souvent, dans la vie quotidienne, on dit quoi?
et vieux a dit tu au Madema. Et où il y a un homme qui va au Madema. C'est des violences. C'est des violences. Ça commence comme ça. Et quand la fille s'est retrouvée devant son enseignant qui dit oh, n'y a pas compte au Madema, la fille a dit je pensais qu'il s'amusait avec moi. C'est de l'insulte. Ah, comme si c'était de la blague. C'est de l'insulte. C'est comme si c'est de la... Voilà. C'est ça en fait. D'abord, il y a ces petits trucs-là qui font partie de nos quotidiens, qu'on normalise, on s'habitue à ça, on vit avec ça. Et tu vas voir une maman même dire à sa fille, sa petite fille qui grandit là, et son wewalo, au Madéa, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a un travail qui doit se faire. Aujourd'hui en Europe, tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est ton mari. Hein? Je vais t'épouser, tu es belle. C'est une violence. La personne porte plainte contre toi, on t'enferme rapidement. Comme chez nous ici, on dit tu es belle, hein, j'aimerais bien te faire l'amour, des trucs comme ça, des bizarreries. On va t'enfermer en Europe. Mais chez nous ici, on normalise ce qui n'est pas normal. Et on trouve que l'homme, quand il voit une femme, il peut la complémenter, il peut lui dire ce qu'il pense. Et à la fille, on lui dit ne dis rien, parce qu'il peut t'envoûter, il peut aller par force. Donc quand un homme t'appelle, vas-y et écoute-le, mais ne dis rien, des trucs comme ça. C'est en fait ça notre éducation. Et tu vas voir des hommes s'arrêter dire, quand la fille passe, tu vas dire va. Et on demande à cette fille-là, va écouter et ne dis rien. Et quand tu ne vas pas, c'est à ce moment dans les villages, on t'insulte, on t'envoûte et ils couchent avec toi. Et après envoûtement, tu te rends compte que l'acte est déjà passé. Et l'homme, il est fier, il pense que c'est ça, c'est ce qui est normal. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, que nous ouvrons nos yeux, les yeux dans nos familles, que nous refusons ces comportements-là. Maintenant, s'il y a une victime, une fille qui vit ça dans sa famille, je crois que c'est en allant, c'est en parlant, hein, c'est en prenant la décision. Quand tu vas vers des gens qui vont t'aider, comme j'ai dit, ils feront forcément une enquête autour de toi. Ils vont convoquer des gens qui sont autour de toi. Et ce n'est que par là que ça commence. Un père qui dévierge ses enfants, une qui va se faire écouter, porter plainte, on va le convoquer, on va l'écouter. Il aura peur. Puisque j'ai dit c'est puni aujourd'hui par la loi. Et je crois que pour briser ça, quand tu es victime, c'est le fait de prendre la décision de sortir là-dedans. Et dès que tu parles, c'est que tu veux briser la chaîne. Tu commences une lutte. D'accord. Et cette lutte-là, je crois que ça va faire que les gens, au moins qui sont proches de toi, auront l'information. S'ils ne l'ont pas, ils auront l'information. Et voilà, je crois, petit à petit, nous allons finir avec ce problème-là que nous vivons dans nos familles. Merci. Est-ce qu'une victime doit porter la charge de la famille? Parce qu'on dit souvent, quand vous êtes victime, que non, quand tu vas en parler, c'est que tu es en train de détruire toute une famille, c'est que tu es en train de renier la famille. Est-ce qu'on doit porter ça en tant que victime? Je crois que les victimes ne sont pas coupables. Parce que c'est ce qui est dit dans nos familles. Hein. Il faut arrêter tout ça. Quand tu es victime, tu es victime. Aujourd'hui, si vous le permettez, aujourd'hui, on sensibilise les gens. Comme je dis, l'étude que nous avons fait avec l'UNIDAP, là, on sensibilise de plus en plus les gens parce que c'est toi, ta vie, qui est détruite. Et tu veux porter encore le fardeau, vous allez voir, le fardeau de la famille. Vous allez voir dans les villages où nous avons fait l'étude, dans les localités, vous allez voir, on va dire, son grand-père, la victime, on dit à la victime que le grand-père de l'auteur du viol nous avait donné un terrain dans le temps. Et il y a un lien. Si tu vas maintenant et qu'on l'enferme, tu vois pas que tu es en train de briser. Ils peuvent nous arracher et les terrains là, ils peuvent faire. Ou bien on lui dit,
aujourd'hui, c'est toi qui as été victime. Peut-être demain, c'est peut-être ton frère qui ira violer une fille de cette famille-là. Et tu veux qu'on fasse tu veux qu'on fasse quoi? Mais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait comprendre? On a dit que c'est pas à cause de vos terres-là qu'une fille, toute sa vie, elle peut avoir le sida. Elle va prendre ce fardeau-là. Elle peut avoir, elle peut perdre son utérus, comme j'ai dit, stérile la vie. Elle peut même en mourir. Et c'est comme vous sacrifiez la vie de votre fille. C'est un assassin. Contre le bien là où la relation. Donc, quand on leur a présenté l'histoire de la sorte, je crois qu'ils ont été touchés. Ils ont compris. C'est pas à cause du lien qui vous unit que c'est pas ça qui donne le droit au garçon de l'autre de venir détruire la vie de ma fille. Non. Et il y a des filles qui deviennent handicapées. Il y en a une en fait qui a pris plusieurs poches de sang. Elle a été dans le coma après l'acte. Elle a fait combien de jours dans le coma? Je ne sais pas. Plusieurs poches de sang pour se remettre à la vie. Et face à ça, vous allez laisser passer En disant que c'est de famille. Au nom de la cohésion familiale, aujourd'hui, on essaie de briser ça. Il y a même des chefs de village qui viennent plaider, qui viennent corrompre les agents de l'État pour ne pas porter l'affaire à la justice. Mais aujourd'hui, toi, un chef du village qui fait ça, on t'enferme. Voilà. Ou tu quittes ton trône de chef de rapidement. Donc, les gens n'ont pas l'information. Il y a même un document sur le protocole de prise en charge des victimes que le WILDAF a élaboré oui, ça se trouve sur Internet et qui est donné au centre. Donc, il y a tout un processus pour prendre en charge ces victimes-là aujourd'hui. Donc, je pense que cette histoire de cohésion familiale-là, aujourd'hui, ça n'a plus sa raison d'être. D'accord. Donc, la victime ne doit pas porter le fardeau de la famille. Non. Exactement. La victime. Aujourd'hui, pour ne pas prendre trop de temps, j'ai reçu une fille dans mon cabinet la dernière fois. Elle a maintenant 18 ans. Et elle m'a dit, je suis sortie de la maison déjà quand j'avais 14 ans. Parce que j'ai été violée par mon père. Alors déjà, quand le papa a commis le viol sur son enfant, l'inceste sur son enfant, l'enfant était obligé de sortir. De la famille. Et aujourd'hui, elle vend son sexe. Elle est devenue aujourd'hui prostituée. À Lomé, et le début là, c'était là. C'était son papa à la maison. C'est l'inceste qu'elle a vécu qui l'a amené. Alors, et elle a commencé par jouir, par savourer le sexe. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous puissions apporter l'information à nos jeunes frères et sœurs, à nos sœurs surtout, de pouvoir décider de ne pas porter le fardeau là. Et puis il faudrait que nous puissions savoir aussi que on dit souvent que tu vas détruire la famille, ou bien l'autre là il va t'envoûter. Tu mets la honte sur la famille. Tu es en train de couper notre nourriture. Il y a de ces choses là qui se ressources. Mais moi je suis conscient que, comme je l'avais dit, que l'inceste détruit la personne holistiquement, sur le plan spirituel d'abord. Sur le plan spirituel, si toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même, tu auras toutes les attaques du monde. C'est-à-dire que les attaques que tous quoi. Mais on dit que pour avoir la bonne santé, il faut d'abord bien se nourrir. Mais si toi-même tu ne te nourris pas bien, tu n'es pas en bonne santé. Tu n'es pas en bonne santé, tes globules vont toujours être faibles devant les maladies, devant les maladies opportunistes. Donc il faudrait que nous puissions travailler vraiment notre émotion. Nous devons travailler notre corps pour pouvoir sortir de ça. Et surtout pour nos filles, nos jeunes sœurs, n'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes la cause. Il y a les garçons aussi, surtout que dans nos familles, on dit le garçon supporte. Le garçon, c'est celui qui est musclé, qui vit ces situations, mais qui ne parvient pas à parler. Alors, il faudrait que nous puissions savoir qu'on ne peut jamais porter ce fardeau-là tout seul. On doit décharger. Et sur qui décharger? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous accompagner. Pas en une séance, on va vous accompagner. C'est un processus, c'est tout un processus pour aller vers la guérison.
qu'il y ait honte ou pas, il faut briser le silence. C'est la famille qui a décidé de porter le fardeau, qu'elle porte le fardeau. Mais nous, on doit se guérir. Madame, pour finir, votre mot? Oui, en fait, pour finir, ce que j'allais dire, c'est que ces victimes-là soient positives. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est du bien, tu ne prêtes plus flanc aux attaques. La décision d'atteindre cet objectif-là, c'est en fait une force qui va faire que tout ce qui viendra te nuire sur le chemin, tu pourras vaincre ça. Donc, ce que je vais dire, c'est que ces victimes-là prennent vraiment la décision de sortir, la ferme décision de sortir de leur situation, et les menaces, tout ça là, leur décision va prendre le dessus et ils seront vainqueurs, ils sortiront de la situation. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Marie-Reine. En tous les cas, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, spécialiste des questions relatives au genre et à la dynamique familiale. Merci également à vous, Désiré Adiama, d'être revenu, de nous avoir rejoints dans cette émission. Je vous en prie. Alors, on se donne rendez-vous vendredi pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vos enfants, filles comme garçons. L'inceste détruit à vie, l'inceste tue. Et quand vous avez un enfant qui vit cette situation, c'est que l'enfant a perdu son âme et l'enfant n'existe plus. Alors, chère victime, dites-vous que vous pouvez vous faire aider et que cette situation que vous vivez, ce n'est pas de votre faute. Personne ne va rire de vous, personne ne va se moquer de vous quand vous allez vers les gens qui vous écoutent. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à vous en sortir et à réussir surtout votre vie et à revivre surtout. Alors, on se donne rendez-vous vendredi pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, je souhaite une bonne fête de l'indépendance aux Togolais, à tous les Togolais. À très bientôt.